toute la classe passe un test de force. Pour réussir, tous ont acheté des stimulants au professeur. Tous, sauf notre héros. Il ne peut pas se permettre ces stimulants chers. Quand l'examen commence, les autres peinent à faire 30 tractions avec les poids magiques au poignet. Ils font de leur mieux, mais c'est leur limite. Lorsque c'est au tour de notre MC, le professeur décide de se venger de lui pour ne pas avoir acheté les stimulants et augmente le poids des bracelets magiques de nombreuses fois. Mais cela n'arrête pas le protagoniste. Il fait aisément 100 tractions, humiliant tout le monde. Ils ne comprennent pas comment ce pauvre perdant les a surpassés. Et voilà comment il a obtenu sa force. Joachim était un rang E très bas, avec des dettes énormes. Sa dernière tentative pour changer sa vie désespérée a été d'invoquer un démon pour devenir riche et puissant. Cependant, ce n'est pas ainsi qu'un pacte avec le diable fonctionne réellement. Il l'apprend à ses dépens lorsqu'un éclair tombe du ciel et met fin à sa vie pathétique sur le champ. Peu après, il se réveille avec un mal de tête intense car il a encore un projet crucial à finir. En voyant son reflet, il est totalement choqué par son visage. En regardant le gigantesque arbre blanc dans le ciel, il se demande ce qui se passe. C'est alors qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir invoqué et lui accorde exactement 3 souhaits. Cela le fait paniquer un moment et il réalise finalement qu'il a été envoyé dans un autre monde. Au début, il pense qu'il est le protagoniste d'une histoire d'isekai et du livre flottant. Lui accordant 3 souhaits est un Goldfinger exaucant des vœux. Pensant que 3 souhaits, c'est trop peu, il a l'idée brillante et demande audacieusement 10 souhaits comme première requête. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite. Réalisant vite que ce n'est pas son invocateur d'origine, le démon prend sa vraie forme après avoir compris qu'une nouvelle âme est entrée dans le corps de Joe. Notre garçon est à la fois confus et mouille son pantalon après avoir vu le monstre qui lui dit qu'il a dévoré l'âme originale du corps et était censé en prendre le contrôle. Il réalise rapidement qu'il a été envoyé dans le mauvais monde. Il essaie de sortir de là aussi vite que possible. Pourtant, le démon claque des doigts et enflamme instantanément son corps parce que... Car même penser à rompre le contrat le ferait souffrir d'un châtiment infernal sans fin. Ses cris résonnent dans les rues, et le démon pense qu'il est temps de mettre fin à cette absurdité, car le garçon était vraiment aussi pathétique qu'il le pensait. C'est alors que notre protagoniste du monde de l'entreprise a une idée. Il dit que cela ne compte pas comme une rupture de contrat si la punition du démon l'empêche de faire sa part. Entendre un simple humain essayer de négocier avec lui intrigue le démon. Joe sourit, disant qu'il aurait déjà pris possession de son corps par la force si cela avait été possible. Il affirme avec confiance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté, et il s'est montré plus que digne. Sa déclaration audacieuse fait éclater de rire le démon, qui déclare qu'il est le premier humain à envisager de conclure un marché avec le diable lui-même. Soudain, il a l'occasion de signer le contrat, et le démon accepte de lui donner un nouveau départ s'il réalise juste un de ses souhaits. Cependant, le salaud fait aussi son premier vœu pour obtenir 1000 autres vœux. Le démon lui fait bien comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter, puisqu'il est pratiquement mort sinon. N'ayant pas d'autre option, il informe son nouveau patron que l'accord est conclu et signe le contrat en mettant son âme en jeu. Le lendemain matin, il arrive enfin à son appartement, courant partout comme un drogué attaqué par des chiens toute la nuit. Son nouveau patron l'a laissé juste après le contrat, mais il décide de s'en accommoder puisqu'il est presque un esclave maintenant. En entrant dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement délabré et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Soudain, il ramasse une reconnaissance de dette signée avec du sang et se demande ce qui ne va pas avec sa famille. À ce moment, il entend une voix forte derrière lui et reçoit un coup de batte en métal à la tête. L'intrus impoli lui crie dessus pour avoir ignoré ses appels, mais son partenaire lui dit de ne pas tuer le gamin. Son pote le prévient que le gamin pourrait être dangereux puisqu'il est un oracle. Confus et furieux, notre héros demande au type qui ils sont, et le blond lui répond poliment par un coup brutal dans la poitrine, en demandant où est sa mère inutile. Ensuite, le type le critique pour avoir une mère stupide qui s'épuise à essayer de rembourser les dettes de son fils bon à rien. Comme lui, il est amusé que sa mère ne réalise pas qu'il sera toujours un bon à rien et qualifie lui et sa mère de gaspillage d'oxygène. Soudain, Joe se souvient du moment de son enfance où il a dit à sa mère qu'il ne voulait plus être un perdant. Il a fait un cauchemar où sa mère travaillait si dur qu'elle mourait d'épuisement et s'inquiétait profondément que cela puisse vraiment arriver un jour. Quand il a demandé ce qui se passerait s'il ne s'éveillait pas en tant qu'oracle, sa mère a simplement dit aux petites chiennes de ne pas s'inquiéter. Elle a dit que même si le monde entier s'effondrait, elle serait toujours là pour lui, et lui a dit d'avoir confiance en lui. De retour dans le présent, il s'enflamme et lance un coup de poing à la vitesse de l'éclair au visage du blond. Sorti de nulle part, tandis que le salaud est projeté au loin, son partenaire entend un bruit sourd et lui dit d'arrêter avant qu'il ne tue le gamin, pour finalement voir son corps passer juste devant. Après que la poussière soit retombée, son visage est si abîmé que même la chirurgie esthétique ne peut plus le réparer. Voyant cela, les deux autres remarquent le changement soudain dans son aura et pensent qu'il a eu une percée en direct. Pendant ce temps, notre garçon leur lance un regard glacial et dit aux salauds de fermer leur bouche. Décidant qu'il est temps de donner une leçon au gamin de rang E, le voyou dit à June qu'il est temps de lui remettre les idées en place en lui cassant une jambe ou deux. Notre garçon comprend qu'il parle de son pouvoir et se dit qu'ils sont probablement d'un niveau supérieur au sien de toute façon.
Alors que June abaisse son tuyau d'en haut, Joe le voit bouger au ralenti et s'écarte avec aisance. Il surgit derrière le gorille et lui assène un coup de genou au visage. Son coup de pied envoie l'idiot valser. Puis, son partenaire attaque par derrière, se demandant comment un simple rang E peut être aussi agile. L'homme pense que Joe ne peut pas le voir, alors il vise à casser quelques côtes. Cependant, c'est sa propre cage thoracique qui est détruite par un coup de pied circulaire. En revanche, alors qu'il est jeté comme un déchet de la veille, le type n'en revient pas de ce qui se passe. L'homme implore notre garçon de lui accorder sa clémence, disant qu'il est là sur ordre de Lin Yue pour récupérer l'argent du prêt. En entendant cela, il dit au prêteur de dire à son patron qu'il aura son argent à temps. Alors, il doit se calmer et sortir de sa vie. Les sbires frissonnent à ces mots et se dirigent vite vers la porte. À ce moment-là, Joe demande au démon s'il est là, et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu sentir sa présence. Il répond qu'il a pu ressentir son pouvoir déferler fortement à travers son corps, et le démon lui dit d'être reconnaissant pour l'aide. Notre garçon l'amadoue avec enthousiasme en l'appelant patron et dit qu'il n'a pas besoin de craindre qui que ce soit s'il utilise son pouvoir. Cela irrite le démon car un simple mortel ne devrait même pas oser penser à manier un pouvoir qui pourrait facilement mettre fin à sa vie s'il l'utilisait au-delà de ses limites. Shu est choqué d'entendre cela, et il demande au patron comment il peut exaucer ses souhaits s'il n'est pas assez fort. Goldfinger l'assure qu'il deviendra plus fort grâce aux récompenses, mais l'avertit d'oublier d'utiliser son pouvoir pour le moment. Notre héros est déçu en entendant cela, mais Goldfinger pense qu'il est fou de voir à quel point il a bien manié son pouvoir. Cela le fait se demander si Joe est secrètement son partenaire destiné. Après cela, il demande au patron quel est son deuxième souhait, et ce qu'il devrait faire ensuite, mais le démon lui dit simplement d'oublier ça et de faire ce qu'il veut pour l'instant. En entendant cela, il soupire car il a beaucoup à apprendre sur le nouveau monde, et il semble que son nouveau corps ne sera pas très utile. Il sort le téléphone de Joe pour mieux comprendre à quoi ressemblait réellement la vie du garçon. D'abord, il remarque qu'il n'a reçu aucun message ni appel de sa famille, mais lorsqu'il ouvre le message de sa sœur, ce qu'il voit le laisse complètement sans voix. Elle lui a envoyé un message il y a quelque temps pour qu'il vienne vite car leur mère était tombée dans le coma. Plus tard, à l'hôpital, il ouvre la porte avec suspense. À l'intérieur, il voit une fille qui semble être sa sœur, penchée avec inquiétude devant le lit de leur mère. Il lui faut un moment pour réaliser que l'atmosphère est très inconfortable, ce qui est compréhensible puisqu'il a ignoré sa sœur avant. Il s'approche d'elle et regarde la femme dans le lit, supposée être sa mère. Il n'en revient pas de son état, si différent de son souvenir, et se demande si c'est tout à fait la faute de Joe. Avec un regard coupable, il s'excuse auprès de sa sœur pour son retard et demande comment va leur mère, mais elle sourit avec colère, lui demandant quelle excuse bidon il va lui donner cette fois-ci. Elle répète toutes les excuses stupides qu'il a faites dans le passé concernant l'entraînement et l'invocation de démons. Soudain, elle éclate contre lui, incapable de croire qu'il n'a même pas pu venir voir sa mère, qui est tombée dans le coma parce qu'elle s'est épuisée à payer ses dettes. Il reste silencieux quand elle dit que leur mère a failli mourir, n'ayant plus d'argent pour payer l'hôpital après avoir remboursé ses dettes sans fin. Après avoir tout dit, elle lui annonce qu'ils en ont assez et lui tend une carte couvrant 6 mois de ses dépenses, affirmant qu'elle s'occupera de leur mère seule. Il transpire de confusion, demandant ce que cela veut dire, et sa sœur dit calmement qu'il est mort pour elle. Plus tard, dehors, Goldfinger ressent ses émotions sombres et demande pourquoi les mots de la fille humaine l'ont autant blessé. Le démon l'assure qu'il n'est pas la cause, mais il se souvient que la sœur de Joe lui a rappelé son moi pathétique, qui a fait la même erreur qui fait rire son patron, et il lui dit de ne pas laisser cela retarder son plan. En entendant cela, Joe lui demande si devenir plus fort résoudra tous ses problèmes, et le démon confirme qu'ils disparaîtront tous s'il prouve qu'il en est capable. Avec cela, il est déterminé à débuter son entraînement. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit, le patron du collecteur de dettes dit à sa secrétaire de faire bosser l'équipe vite car ses clients n'attendront pas. Mais sa secrétaire lui dit qu'un étudiant a en fait battu 3 de leurs gars. En entendant cela, le gangster se rappelle que ces hommes ont tenté de récupérer le paiement avant la date limite et ont ruiné sa réputation. Son secrétaire dit qu'il leur donnera leur punition, mais il explique aussi que c'est un problème sérieux car l'étudiant a battu des gars qui étaient bien au-dessus de son niveau. Cela attire l'attention du patron, qui attrape vite le rapport avec le profil de Joe. Il pense que le garçon est bien plus fort qu'il ne semble, car aucune compétence ne permettrait à un niveau 2 de battre un niveau 3. Finalement, il dit à son secrétaire de surveiller le garçon. La scène passe à notre héros qui fait son jogging matinal. Son voisin amical lui propose une bonne affaire sur des compléments, mais il dit au vieil homme qu'il reviendra plus tard. Voyant son énergie, l'homme se demande s'il a trouvé une petite amie ou autre. Cependant, Joe a été occupé à s'habituer à son corps, à se muscler et à recueillir des informations depuis sa libération. Il apprend que ceux avec des capacités sont appelés oracles et qu'il s'est endetté car les compléments pour devenir plus fort coûtent un bras et un rein. Bien qu'il ne soit pas sûr de la limite, il est devenu assez musclé en seulement quelques jours d'entraînement avec des drogues. Alors qu'il pense à cela, quelqu'un l'appelle et lorsqu'il décroche, la voix à l'autre bout du fil lui crie qu'il a oublié de revenir comme leur professeur l'avait demandé. En entendant cela, notre garçon se rappelle soudain qu'il les a ignorés le lendemain à l'école. Il apprend qu'il y a 6 rangs de A à E,
et qu'il faut atteindre le niveau le plus élevé de son rang pour passer au suivant, ce qui demande un effort énorme en raison de la grande différence. Le monde est divisé en 5 couches. Les rangs E et les gens ordinaires, comme lui, sont dans les zones extérieures. Les rangs D et supérieurs sont dans la couche intérieure. Comprenant qu'il est en bas, il décide de devenir plus fort rapidement pour entrer vite dans les couches intermédiaires. Soudain, un néandertalien le frappe par derrière avec une crotte de nez et rit à son visage. Son copain plaisante en disant que notre garçon a l'air si faible qu'il pourrait probablement le tabasser même s'il est un oracle de niveau 1 comme eux. En entendant cela, notre garçon est agacé que des singes comme eux existent encore dans ce monde. À ce moment, le prof arrive pour le cours plus tard. Dehors, il s'étire et pense que sa vie scolaire se passe bien jusqu'ici. Juste alors, quelqu'un l'appelle par derrière. Peu après, Booger Guy est choqué de voir notre garçon affronter le type le plus fort de la classe. Son ami n'est pas étonné, car il est habitué à voir Joe se battre. Le tyran dit à notre héros qu'il est devenu trop arrogant pour son bien juste parce qu'il a eu de bonnes notes aux examens. Il affirme que la vraie valeur d'un oracle vient de la force et que sa force de niveau 1 est de la pacotille. En entendant cela, le frère rappelle au tyran qu'il est lui aussi un déchet de niveau 1, ce qui rend le tyran tellement furieux qu'il lance un crochet violent. Il attrape sans effort le poing avec une main et tord le poignet avec l'autre, demandant s'il a fini de jacasser. Le gars en colère n'arrive pas à croire qu'il est dominé par lui et il se demande si Joe n'a pas aussi grandi depuis. Ensuite, Joe lui renvoie ses propres mots en disant que la force est tout. Puis il demande poliment s'il peut lui écraser le visage. Le gars transpire beaucoup, pensant qu'il va se faire tabasser. Le coach apparaît soudain et se fâche contre notre garçon pour avoir causé des problèmes en classe. Le coach semble aussi irrité que jamais et demande s'il veut semer le trouble. Dès qu'il revient, notre garçon affiche son visage le plus innocent et prétend qu'il s'amusait juste. L'intimidateur retire sa main et lui dit de lâcher. Voyant les choses se calmer, l'entraîneur avertit notre héros une dernière fois et ordonne à tous de se mettre en rang pour les tests. Peu après, les élèves se regroupent près d'une barre de traction et l'entraîneur GGA commence à parler. Il les motive pour le tournoi à venir contre d'autres écoles, promettant que de bons résultats apporteront non seulement de la gloire à l'école, mais ouvriront aussi les portes des académies d'élite. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à faire la promotion de ses compléments miracles comme l'escroc qu'il est. Le défi commence avec le tyran qui enchaîne 50 tractions d'affilée. Shu n'est pas impressionné et dit que cela ressemble plus à un défi TikTok qu'à un test sérieux. À ce moment-là, une voix l'interpelle pour lui demander s'il va bien. La déléguée admet qu'elle s'inquiétait car il a ignoré ses messages pendant des jours, puis essaie de se rattraper en disant qu'elle était juste curieuse à son sujet. Mais notre garçon la rassure en disant que rien ne s'est passé. Changeant de sujet, elle lui demande pourquoi il refuse d'acheter les compléments douteux du professeur. Joe répond franchement qu'il est fauché. Elle essaie de l'avertir des conséquences de ne pas faire cet achat, mais on appelle son nom avant qu'elle ne puisse finir. En lui souhaitant bonne chance, il la renvoie. Elle ne fait que 25 tractions avant d'échouer, mais le coach se rappelle qu'elle lui a pris 2 bouteilles et gonfle magiquement son score à 35. Cela fait tilt pour notre garçon que c'est pourquoi chaque élève a pris ses produits chers dès le début. Sinon, il risquerait l'expulsion. Enfin, Joe avance pour son tour à la barre. L'entraîneur plisse les yeux, sachant bien que notre héros n'a jamais acheté de bouteille. Un sourire tordu apparaît sur son visage alors qu'il choisit de faire de lui un exemple pour ne pas avoir acheté ses produits de pacotille. Pendant ce temps, Joe regarde la barre de traction et les protège-poignets, remarquant qu'ils semblent normaux au premier abord. Mais il doit y avoir un truc derrière. Dès qu'il attrape la barre, ses yeux s'écarquillent de surprise. Son corps paraît soudain plus lourd et il réalise vite que les cristaux dans les protège-poignets ajoutent du poids. Même ainsi, notre garçon refuse d'abandonner. Il réalise que les cristaux ont sûrement une limite de poids. En persévérant, il enchaîne les répétitions comme si de rien. Les autres étudiants regardent avec incrédulité, stupéfaits que le soi-disant faible les surpasse avec aisance. Ils perdent la tête lorsque Joe dépasse les 100 répétitions, criant qu'il doit être au moins de 2e niveau. Lorsqu'il lâche enfin la barre, une foule l'entoure, le bombardant de questions sans fin. Pendant ce temps, l'entraîneur reste figé, se demandant si le garçon a secrètement utilisé des stimulants. La peur le gagne quand il comprend que les étudiants pourraient ne plus vouloir de ces compléments douteux. À cet instant, il sourit diaboliquement, élaborant un plan machiavélique pour notre héros. La scène passe au principal qui fulmine au téléphone à propos de l'annulation de leurs événements de 2e niveau. Il soutient que l'école est sous-financée et survit à peine avec des étudiants de 3e niveau. L'homme à l'autre bout du fil répond sans détour que le système recherche des oracles d'élite, c'est pourquoi l'argent est dirigé vers les meilleures écoles. En claquant le téléphone, le principal se prend la tête dans les mains de frustration, réalisant que l'école n'a pas les fonds pour produire un seul oracle d'élite. Ses yeux fixent un cristal noir dans une vitrine, cherchant comment garder l'école ouverte. La réflexion est coupée par la voix de l'entraîneur GGA, appelant depuis l'extérieur du bureau. L'entraîneur entre avec assurance et dépose fièrement une liste de noms qu'il affirme pouvoir élever au rang d'oracle d'élite. Le principal parcourt le document et remarque que chaque nom est à peine de premier ordre, bien que l'entraîneur les présente comme des prodiges. L'entraîneur mentionne qu'un élève n'est pas apte à devenir oracle, et le principal mord à l'hameçon en demandant qui c'est.
L'histoire revient à notre héros se dirigeant vers le bureau du principal avec le démon à ses côtés. Le livre maudit demande ce qu'il a fait cette fois, mais Joe reste silencieux devant la porte. Il se rappelle la mauvaise réputation du directeur et espère qu'il n'en résultera rien de désagréable. Juste au moment où il atteint la poignée, des flammes surgissent devant lui, le prenant complètement par surprise. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché dont il a parlé plus tôt soit enfin apparu. Il ordonne à Joe de retrouver l'objet rapidement, mais Joe commence à se plaindre de la mauvaise synchronisation de la situation. Ses pensées sont interrompues lorsque le principal lui-même brise le silence, lui disant d'arrêter de perdre du temps et d'entrer. Déjà en train d'entrer, Zoe demande poliment pourquoi le directeur l'a convoqué. L'homme feuillette son dossier scolaire, puis demande à l'élève ce qu'il pense qu'il faut pour devenir un oracle. Sans attendre de réponse, le directeur répond lui-même, disant que tout se résume à l'argent. Il dit ensuite à Joe, sans la moindre hésitation, d'abandonner maintenant tant qu'il est encore temps. La couleur quitte son visage, et le principal continue, expliquant que le coût de développement d'un oracle est bien trop élevé. Il insiste sur le fait que Joe n'est qu'un gamin fauché qui ne pourra pas survivre ici sur le long terme. Dans sa tête, il pense qu'il vaut mieux limiter les pertes avec les élèves faibles dès maintenant, et il est même prêt à rembourser les frais de scolarité. Joe prend un moment pour comprendre la situation. Pendant ce temps, l'œil du démon s'agrandit soudain en réalisant que le cristal est l'objet et dit à notre héros de le prendre. Il murmure discrètement au livre maudit de le faire lui-même, mais le démon lui rappelle qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir. Joe s'arrête, plongé dans ses pensées, réalisant qu'il doit entrer dans la zone de la ville du milieu, ce qui signifie qu'il ne peut pas risquer d'être expulsé, peu importe ce qui se passe. Il se ressaisit et se rappelle qu'aucun étudiant de cette académie n'a jamais dépassé le niveau E2, ce qui explique précisément pourquoi ces étudiants sont considérés comme si précieux. Notre garçon demande alors au démon s'il peut décider de la récompense pour cette mission. À ce moment-là, le démon comprend ce que Joe prévoit. Mais avant qu'il ne puisse parler, Joe l'interrompt et dit qu'il veut la compétence emprunter le pouvoir. Goldfinger explose, lui crie dessus, rappelant combien ce choix est insensé et dangereux, mais notre garçon reste déterminé. Il dit que s'il est expulsé, le souhait du démon pourrait ne jamais se réaliser et exige que le livre maudit lui fasse confiance. À contre-cœur, Goldfinger cède et admet que quoi qu'il arrive maintenant, on ne pourra pas lui en tenir rigueur. Un panneau lumineux surgit devant Joe, lui demandant s'il souhaite acquérir la compétence emprunter le pouvoir. Il accepte tout de suite, sans hésiter. Le directeur interrompt alors ses pensées, lui demandant s'il a des mots d'adieu. Il répond fermement qu'il souhaite que le principal évalue à nouveau son niveau, et décide seulement ensuite. Le principal secoue la tête face à cette demande désespérée, mettant la main malgré tout. Au contact, il note que la force de Joe dépasse ce que les dossiers indiquent, mais reste insuffisante pour rester. En fermant les yeux, Joe comprend que c'est sa dernière chance et essaie désespérément d'absorber un maximum d'énergie stellaire. Il commence alors à émettre une aura pure, choquant le principal. Même le démon est surpris, car il ne s'attendait jamais à ce que l'énergie du garçon dépasse la puissance qu'il lui avait prêtée. Le principal recule, choqué, essayant de saisir ce qui vient de se produire. Il réalise que Zoe a percé et atteint le 4e niveau. Serrant les dents, l'homme retrouve son calme et appelle notre garçon, lui demandant de participer au prochain tournoi de l'école. Zoe cligne des yeux, surpris, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur a changé si soudainement. Une fois la poussière retombée, il comprend que le type veut sûrement sortir l'école de la médiocrité et l'utiliser pour briller devant le département de l'éducation. Le principal avoue que pour s'en sortir, il voulait se débarrasser des élèves inutiles, puis il s'excuse d'avoir impliqué Joe dans cette affaire. En récompense, il lui offre une bourse complète et 6 bouteilles de suppléments par semaine. Il expose clairement la situation, disant que notre héros doit représenter leur école car tout l'avenir de l'académie repose sur lui. Réalisant à quel point l'homme est désespéré, notre garçon tente sa chance et demande s'il peut avoir le cristal noir sur l'étagère. Le principal explique que c'est sculpté dans un cristal d'étoile noire, ramené à l'origine par le précédent directeur, et cela représente la foi de l'école. Mais ensuite, il soupire en disant que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien, alors il accepte de le remettre. Notre héros répond avec assurance, promettant qu'il donnera tout pour gagner le tournoi. Le principal change alors de sujet et demande comment il est devenu si fort. Joe le prend à la légère, disant qu'il cachait sa force tout le temps. Le directeur manque de s'étouffer, pensant que masquer un niveau est le coup ultime d'un pro-gamer, et jure qu'il n'en dira pas un mot à qui que ce soit. À ce moment-là, une femme entre dans le bureau et le principal lui demande d'escorter Joe vers la classe d'élite. Peu de temps après, elle explique que tout le 2e étage est réservé uniquement aux élites. Changeant de sujet, elle demande avec désinvolture quel lien il a avec le principal, mais Joe esquive la question sans rien révéler. À cet instant, l'entraîneur GGA arrive précipitamment. Il s'excuse, disant qu'il a supplié le directeur de reconsidérer la décision, mais cela n'a servi à rien. La professeure le coupe, précisant que Joe n'est pas du tout expulsé et qu'il est en fait transféré dans la classe élite. Elle ajoute que le principal est maintenant à sa recherche, ce qui fait perdre toutes ses couleurs au visage de l'entraîneur. Plus tard dans la nuit, il se traîne jusqu'à son petit appartement et s'effondre sur le lit. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment un gamin fauché comme lui est censé atteindre le niveau 4 en si peu de temps. Le démon intervient immédiatement, lui rappelant la mission en cours.
Goldfinger avertit que son pouvoir ne trompera pas les humains indéfiniment, et il admet qu'il l'avait déjà compris. Pourtant, il se dit qu'il a des compléments gratuits et a évité l'expulsion, donc la vie ne semble pas si mal en ce moment. En regardant son téléphone, il voit que le vrai souci est cette montagne de dettes et qu'il doit vite trouver un moyen de gagner de l'argent. Le lendemain à l'école, il semble plus déprimé que jamais. En observant autour de lui dans cette zone poussiéreuse et délabrée, il se demande dans quel genre de taudis il est arrivé. Soudain, quelqu'un l'appelle. Un homme lui fait signe de loin, lui demandant de venir avec un grand sourire. Ils commencent à discuter et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt car il est toujours pris par ses tâches de classe. Il se présente comme le professeur Jiang et Joe demande tout de suite s'il est vraiment le seul prof ici. Jiang se gratte la tête, admettant que l'école ne va pas bien et qu'il est le seul pour la classe avancée. Il ajoute qu'ils utilisent la section intérieure pour l'entraînement. C'est pourquoi les couloirs extérieurs prennent la poussière. En ouvrant la porte, le professeur rassure Joe de ne pas s'inquiéter, affirmant que les installations sont toujours top. Il promet que les choses ne seront jamais ennuyeuses, tandis que notre héros reste bouche bée. L'intérieur ne ressemble pas du tout à l'extérieur, c'est comme un gymnase de classe mondiale. Le professeur explique que les étudiants s'entraînent seuls et propose de le présenter. Il pense que l'endroit ressemble à un club de fitness 5 étoiles avec des étudiants pleins d'énergie, bien qu'il remarque quelques-uns lui lancer des regards en coin. Son professeur appelle alors tout le monde pour présenter le nouveau venu. Il s'incline poliment et les salue. Mais un gars roux à l'arrière commence à créer des problèmes, croisant les bras avec un sourire narquois. Il se moque de Joe, lui disant d'arrêter de prétendre et d'admettre qu'il a utilisé des relations pour entrer. Le professeur le réprimande, criant à Wenhao de se comporter et expliquant que Joe a été transféré uniquement pour ses compétences. Le gars n'y croit pas. Il plisse les yeux comme un prédateur, repérant une proie facile et défie Joe de se battre. Soudainement, les étudiants s'illuminent, ravis de voir un duel pour la première fois depuis des lustres et commencent à répandre des rumeurs. Un étudiant blond à l'arrière demande ce qui se passe. Une fille aux cheveux roses dit qu'un combat va éclater. Cela intrigue le blond, qui demande vite plus d'infos sur cet étudiant transféré. De retour avec notre héros. Le professeur lui conseille de refuser le défi, mais Joe accepte sans hésitation. Il ajoute calmement qu'il est d'accord pour le match tant que la force létale est exclue. Pendant ce temps, dans le bureau, le principal est sur le point d'exploser, demandant si le nouveau cherche déjà des bagarres. Le professeur explique par téléphone que notre garçon a accepté le défi de Wenhao. De retour au combat. Aucun des deux camps ne recule alors qu'ils se font face et accumulent une aura intense. Le principal trouve cela étrange, mais suppose que le garçon veut simplement connaître son niveau actuel. Il accorde donc la permission pour que le duel ait lieu dans l'arène un peu plus tard. Les deux élèves se tiennent derrière des bureaux séparés pendant que le professeur passe en revue les règles. Tout d'abord, il ne peut y avoir aucune interférence extérieure, et ensuite, les deux combattants doivent concourir au même niveau d'étoile. Wenwu a du mal à croire que Joe est vraiment aussi un oracle de rang E. Le professeur termine les instructions, rappelant fermement que frapper les points vitaux est interdit. Les deux adversaires commencent à se tourner autour, tandis que le professeur rappelle que la force létale n'est jamais autorisée. Il continue en disant que celui qui perd ne peut pas riposter par la suite. Peu importe le résultat, un coup net au visage ou une reddition mettra immédiatement fin au duel. D'un geste de la main, leur professeur donne le signal de départ, espérant terminer rapidement. Wenhao se précipite en avant et vise directement son coup. Il ne bronche même pas et attrape son bras, le déséquilibrant complètement. Le rouquin balance instantanément à nouveau, réalisant que ce gars pourrait vraiment être à la hauteur. Wenhao déclenche une série de coups implacables, mais Joe esquive chacun d'eux avec une précision calme. Frustré, Wenhao accélère soudainement et essaie un coup de pied. Sa jambe se tord en l'air et le rouquin déclenche son mouvement signature, un coup de pied en crochet du vent. Joe bloque avec son bras, bien que le rouquin sourit, pensant que le match est décidé. De là, il surprend avec un coup de pied rapide vers le cou de Wenhao. Le rouquin tente de se ressaisir, se demandant comment ce gars connaît les arts martiaux. Se rattrapant avant de chuter, Wenhao pense que la seule chose qui compte est de protéger son visage à tout prix. Juste au moment où il se retourne, Zhu le touche calmement au nez avec le poing fermé. Avec un sourire en coin, il demande si cela signifie la victoire, laissant Wenhao figé d'incrédulité. L'arène se tait un instant jusqu'à ce que le professeur Zhang annonce Joe vainqueur. Wenhao n'en revient pas d'avoir perdu contre quelqu'un, et tout le monde est surpris par le résultat du match. Il pense que notre garçon est vraiment fort. Il trouve que le match s'est fini trop vite, mais il a quand même appris quelque chose. Il demande alors à Wenhao s'il a des plaintes. En voyant le match, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux parce que Wenhao est un élite qui a suivi une formation professionnelle, mais il a quand même perdu contre un gars qui vient juste d'être promu dans la classe élite. Il pense que notre garçon a un talent caché exceptionnel, c'est pourquoi le principal avait dit de donner un traitement spécial aux enfants. Soudain, le principal apparaît, félicite notre garçon et lui demande de le suivre pour discuter de quelque chose d'important. La fille aux cheveux roses est surprise par la scène, tandis que le garçon aux cheveux jaunes dit qu'ils ont vraiment besoin d'un gars comme lui dans leur équipe forte. Le principal demande à notre garçon s'il aime la classe élite et il répond qu'à part l'enthousiasme excessif des étudiants, rien n'est vraiment spécial. Le principal dit qu'il s'y habituera parce que les forts attirent toujours l'attention.
Il lui conseille également de se concentrer sur son entraînement, et l'école fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. En entendant cela, notre garçon pense que le principal lui fait confiance. Alors il lui demande s'il connaît des moyens pour que les étudiants gagnent de l'argent vite. Mais il lui dit plutôt de continuer à se concentrer sur l'entraînement afin qu'il puisse gagner plus d'argent à long terme et que l'école puisse également aider financièrement si sa famille traverse une période difficile. Notre garçon lui dit que ce n'est rien de tout cela et pense qu'il doit maintenant trouver un autre moyen d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il s'entraîne à la salle de sport, il se rappelle qu'il doit être prudent car l'école a des politiques très strictes contre les prêts étudiants. Il se demande où apprendre à gagner de l'argent en plus. Soudain, le gars aux cheveux jaunes apparaît et le complimente sur le match. Il lui demande qui il est, et notre garçon pose la même question. Pendant ce temps, la fille dit à Shen qu'il est impoli, et elle s'excuse auprès de notre garçon, en disant qu'il est parfois un peu agaçant. Elle se présente en disant qu'elle s'appelle Sue et que la douleur à ses côtés est Shen. Elle lui dit qu'ils sont tous les deux ses aînés et qu'ils peuvent l'aider s'il est confus à propos de quoi que ce soit. Le gars agaçant dit alors qu'ils forment une équipe à partir de maintenant et qu'il est le chef d'équipe, donc il prendra personnellement bien soin de lui. Il demande alors à notre garçon quelle technique de combat il a utilisée contre Wen Hao, mais notre héros dit qu'il ne connaît rien du tout à ces techniques. Le leader est surpris lorsque notre garçon lui dit que le mouvement qu'il a utilisé n'était qu'un simple réflexe. Il dit que Wen Hao sera furieux quand il l'apprendra et Sue dit rapidement qu'elle lui expliquera. Elle explique que les techniques de combat sont des super mouvements spéciaux qu'une personne apprend à partir de parchemins ou de pierres de mémoire, et plus on les maîtrise, plus elles deviennent puissantes. Ils existent en divers types et les combattants puissants intègrent ces techniques dans leur style. Shen dit alors que Wen Hao a utilisé une technique de combat de rang D lors du match, appelée Hook Wind Kick. En entendant cela, notre garçon pense que c'est sûrement pourquoi il n'a pas pu bloquer le coup correctement et qu'il aura plus de chances de gagner s'il peut obtenir une telle technique. Il demande s'ils sont rares, et le chef explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les techniques de base, mais ils ne peuvent apprendre les plus puissantes que dans 2 conditions. Ils les achètent, ou quelqu'un les partage avec eux, mais elles sont vraiment chères. Sur le marché actuel, même une technique de rang D basique peut coûter environ 500 000. Se vantant. Tous deux lui disent qu'ils ont une technique de combat et qu'ils peuvent la lui montrer s'il veut la voir. Joe pense que ces deux-là doivent être vraiment riches, car une telle somme n'est rien pour eux. Soudain, il pense à leur demander comment gagner vite de l'argent. Il leur demande s'il y a un moyen rapide pour lui de gagner de l'argent, mais précise qu'il ne veut rien faire d'illégal comme braquer une banque. Shen lui dit que sa seule option est le district de Blackwater, mais Sue lui dit rapidement de ne pas dire de telles bêtises. Il ajoute ensuite qu'il a entendu dire que tout peut arriver là-bas, mais que l'école interdit aux étudiants d'entrer dans ce district. Après cela, le chef demande à notre garçon combien d'argent il lui faut pour la technique, et il dit environ 300 000. Tous deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement fauchés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il ira voir Blackwater après l'école de toute façon, car il a vraiment besoin d'argent. Il atteint le quartier en utilisant les cartes et pense qu'il est vraiment proche de chez lui. Personne ne peut penser qu'il est un étudiant parce qu'il ne porte plus son uniforme. Il demande même au patron ce qu'il pense du quartier, mais il ne reçoit aucune réponse. D'après ce qu'il a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants forts, et son niveau de puissance est comme celui d'un oracle niveau 4, il peut donc gérer n'importe qui facilement. Si la situation empire, il est certain qu'il peut au moins fuir en sécurité. En examinant de plus près, il pense que cette zone a sûrement été abandonnée et se demande si c'est vraiment la zone miracle. Il voit encore des empreintes légères autour de lui qui le guident vers un chemin secret. Il arrive enfin à la zone miracle après avoir suivi prudemment le chemin. Dans la zone miracle, notre garçon voit les environs sales et toutes les transactions louches. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'y a pas de loi et que littéralement tout peut être fait pour faire du profit. Après avoir vu tout cela, il entrevoit l'espoir de vraiment gagner assez pour rembourser sa dette. Soudain, il demande aux sbires qui le suivent depuis combien de temps il compte continuer. L'un des voyous le complimente sur ses instincts aiguisés et dit qu'il prévoyait de frapper quand il serait complètement imprudent, mais que maintenant la situation a changé et qu'il va le battre devant tout le monde. Il dit qu'il a vu beaucoup de garçons comme lui auparavant, les enfants riches qui viennent dans le district de Blackwater déguisés et qui deviennent ensuite leur proie. Joe pense qu'il est un idiot parce qu'il est lui-même complètement fauché. Le sbire dit alors qu'il est un oracle, donc ce sera inutile s'il essaie de s'échapper. Il lui dit que s'il veut vivre, il devrait simplement suivre ses ordres et vider ses poches. En entendant cela, notre garçon lui répond qu'il est vraiment impoli, et d'un seul coup, il assomme soudainement le chef. Les deux autres sont furieux qu'il ait assommé le chef parce qu'il n'était pas prudent, alors ils se précipitent tous les deux vers lui pour le poignarder. Soudain, des caisses en bois tombent sur eux, et une fille mystérieuse attrape rapidement la main de notre garçon et lui ordonne de venir avec elle. Tous deux s'échappent et atteignent un endroit sûr. Joe la remercie pour son aide. Mais en fait, c'est juste une gêne pour lui, car après avoir battu les deux gars, il comptait les interroger. La fille agit comme si elle connaissait déjà notre garçon et lui demande ce qu'il fait là. Puis elle panique soudainement en se souvenant qu'elle doit rester discrète. Il lui demande s'il la connaît vraiment, mais elle change de sujet en disant qu'elle a simplement lu son nom sur son col. Après avoir remarqué l'étiquette, il l'enlève immédiatement.
Il pense que c'est bien que la fille ne le connaisse pas, car il n'avait jamais remarqué que son nom était sur son col depuis le début. Tout au long, il la remercie de lui avoir dit cela tandis qu'elle est contente de ne pas avoir révélé sa vraie identité. Elle lui conseille de bien cacher ses infos car cette zone est dangereuse, puis dit qu'elle va le faire sortir. Mais notre garçon refuse son offre car il est ici pour gagner de l'argent. Il décide qu'il devrait s'éloigner parce que si elle découvre qu'il est étudiant, alors il aura de gros ennuis. Quand Joe part, elle pense savoir qui il est et se demande ce qu'un étudiant fait dans la zone miracle. Quand elle l'a touché, elle a ressenti une sensation étrange. Elle pense qu'il est déjà un oracle. Pendant ce temps, notre garçon achète un masque pour cacher son visage et préserver son identité. Alors qu'il pense n'avoir trouvé aucun moyen de gagner de l'argent, un inconnu l'aborde et dit qu'il est le guide touristique local, prêt à répondre à toutes ses questions. En entendant cela, notre garçon est intrigué et demande s'il connaît un endroit pour gagner de l'argent vite. Le guide est heureux, pensant avoir ajouté un participant, et dit fièrement de le suivre. Il emmène Joe à une arène de combat et lui demande si c'est un club clandestin. Le guide confirme et dit que c'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. Il explique qu'aujourd'hui, le gagnant recevra de l'argent et une part des paris. Il mentionne que des oracles participent aussi, rendant ces matchs très risqués mais très lucratifs. Après avoir observé le combat, il pense avoir une chance de tout rafler. Le guide demande à notre garçon s'il veut participer, car il peut lui fournir des jetons de paris. Il lui dit qu'il va tenter sa chance pour le prix de toute façon. Ensuite, la mystérieuse fille suit notre garçon dans le club de combat et commence à le chercher. Soudain, elle voit notre garçon debout dans le ring et se demande ce qu'il fait là. Le type laid se comporte de manière arrogante devant Joe, disant qu'il est un combattant assis. Mais notre garçon le met KO d'un seul coup. La foule pense que c'est ennuyeux car chaque combattant est mis KO d'un seul coup de poing. Notre garçon pense qu'il devrait en finir le plus vite possible et il s'occupe également des 2 prochains combattants. Juste après avoir vu ces combats, le patron du club est tout confus car il ne l'a laissé combattre que parce qu'il avait l'air faible. Le subalterne lui dit qu'après avoir regardé tous ces combats, tous les combattants ont abandonné et les clients demandent des remboursements car ils pensent que tous ces matchs sont immédiatement truqués. Le patron dit à ses subordonnés d'organiser un match spécial car il ne veut pas le laisser partir avec tout l'argent. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande s'il peut maintenant recevoir l'argent. L'annonceur dit que la foule est toute excitée par ces combats, alors ils ont organisé un match spécial. Notre garçon pense qu'ils n'ont jamais prévu de remettre le prix en espèces. D'autre part, les sbires amènent un chariot auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial sera contre le Niflon, également connu sous le nom de Freak, et en le voyant, Joe est vraiment surpris. Les PNJ le détachent du chariot et le monstre tombe au sol comme un cadavre. Ils sortent immédiatement du ring et le verrouillent fermement. Bro reste là, se demandant ce qui se passe. Soudain, le monstre se réveille de son sommeil avec un regard vraiment menaçant. Un gros gars dans la foule rassure sa copine en disant qu'il peut facilement battre le monstre d'un seul coup de poing. Mais en fait, il a failli mouiller son pantalon en voyant cette bête. La fille mystérieuse se demande comment une telle chose peut être ici. Elle sait que Joe ne peut pas s'en sortir seul et qu'elle peut le sauver avec ses capacités, mais sa couverture serait compromise et ses plans révélés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il est regrettable que le patron ne soit pas là à un moment pareil, et il va certainement avoir du mal à vaincre ce monstre. Lorsqu'il le regarde dans les yeux, il a l'impression d'être une proie et que le monstre est le chasseur. Son 6e sens lui crie de s'enfuir car cette chose est extrêmement dangereuse. Le monstre fonce vers notre garçon pour porter un coup mortel. Mais notre garçon utilise ses instincts pour esquiver l'attaque, et il serait mort s'il ne l'avait pas fait. Après cela, il décide qu'il doit prendre les choses au sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin et voyant cela, Joe décide qu'il doit en finir le plus vite possible. Il emprunte de la force pour augmenter son niveau et il frappe le monstre directement au sol. Le monstre reste là et il pense que le combat est terminé, mais il attaque soudainement à nouveau et il l'évite de justesse. Il est étonné que sa plus forte attaque n'ait aucun effet sur lui, et il s'éloigne rapidement car il sait qu'il ne peut pas le vaincre au corps à corps. En courant autour de l'arène, notre garçon évite ses attaques et cherche une arme qu'il peut utiliser pour vaincre le monstre. Il brise alors la griffe du monstre et l'utilise comme un poignard pour couper rapidement le cou du monstre. La coupure n'est pas assez profonde pour le tuer, mais maintenant notre garçon peut réellement riposter. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le monstre, donc il peut le tuer s'il parvient à s'en approcher une fois de plus. Avec cette pensée, Joe se précipite en avant. Mais le monstre libère un gaz mystérieux qui s'avère n'être que de la vapeur. Le monstre utilise ce brouillard comme distraction et attaque notre garçon de différents côtés. Il ne peut rien voir à l'intérieur du brouillard et le monstre profite de cette occasion pour lui infliger des dégâts parce qu'il craint que notre garçon ne le tue dès qu'il fera un seul mouvement. Notre garçon sait qu'il ne peut pas permettre cela car il sera tué si le temps s'écoule. Il décide qu'il utilisera tous ses sens pour confirmer sa position et enfin le tuer. Il se concentre intensément et localise immédiatement l'emplacement du monstre. Ensuite, il l'attrape par la main et la coupe net. C'est l'occasion dont notre garçon avait besoin pour porter le coup final. Et il fonce droit dessus. Mais hélas, le temps est écoulé et son cœur commence à lui faire mal. Pendant ce temps, le monstre profite de cette occasion pour le désarmer et frappe avec sa langue pour porter un coup mortel. Notre garçon n'a pas encore renoncé et décide de dépasser ses limites.
Il puise encore de la force, attrape le monstre par la langue, le projette en l'air et l'attrape par les mâchoires. Il utilise toute sa force pour déchirer le monstre et le tuer. Pendant ce temps, les officiels qui regardent à travers les caméras ne comprennent pas ce qu'ils voient. Le patron demande nerveusement si le nouveau est finalement tombé, mais son visage pâlit rapidement. À l'intérieur de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde Joe avec de grands yeux, se demandant comment il a pu réussir cela. Tenant toujours la tête du monstre, il fixe la caméra droit dans les yeux. Ce regard mortel suffit à faire transpirer de peur les officiels. Le patron panique, maudissant d'avoir dépensé une fortune pour ce combattant, juste pour que le garçon le réduise à néant comme si de rien n'était. L'annonceur s'efforce de se ressaisir, félicite Joe, et lui dit de suivre le personnel pour récupérer sa récompense un peu plus tard. En coulisses, une mallette remplie d'argent est posée devant lui. L'officiel explique que cela s'élève à environ 500 000 $. Il tend la main pour le prendre, mais le patron le referme brusquement. Avec un sourire sournois, il déclare que l'accord a changé. Soit Joe devient un combattant permanent et reçoit le montant total, soit il repart avec seulement un quart. Mon gars plisse les yeux et exige qu'il répète cela. Le patron s'emporte, criant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat et que son guerrier vedette a souffert d'une perte soudaine de la tête. Notre garçon rétorque que ce n'était pas leur accord initial. Il lui rappelle que les termes disaient que les combattants ne sont pas responsables si leur adversaire meurt sur le ring. Il redemande si ce n'était pas la condition convenue. L'aura de Joe vide le visage de l'homme de sa couleur, dégageant des ondes meurtrières. Il exige le paiement complet, sinon il y aura des conséquences. Après avoir entendu cela, le patron sort une arme pour le menacer, mais il ne bronche même pas. D'un geste, notre héros démonte l'arme et casse le doigt du voyou. Hurlant de douleur, le patron ordonne à ses hommes de cribler le gamin de balles. Ses sbires sortent aussitôt leurs armes, prêts à tirer. Il soupire d'agacement, de plus en plus irrité. Dehors, la fille aux cheveux blancs se tend quand des coups de feu retentissent. Un instant après, un homme est projeté par la fenêtre, volant comme une canette vide. Fixant le garde du corps inconscient au sol, la foule se demande si un film est en train d'être tourné. La fille aux cheveux blancs, cependant, soupçonne que ce chaos est l'œuvre de Joe. Pendant ce temps, notre héros traverse les gardes du corps sans la moindre hésitation, indifférent au fait qu'il soit armé. Un voyou chauve lève son arme pour tirer, mais il lui enfonce la tête directement à travers le mur, éclatant à l'extérieur. Il s'enfuit avec l'argent en main, tandis que les voyous à l'étage crient des ordres pour le capturer. Alors qu'il court dans les rues, il se rend compte qu'il atteint ses limites et que son corps ralentit. Ses blessures lui drainent également lentement sa force. Soudain, une main attrape son sweat à capuche et le tire dans une ruelle étroite. La fille d'avant lui met rapidement une main sur la bouche, alors que les voyous passent sans le remarquer. Une fois la voix dégagée, elle lui dit qu'il est en sécurité, et Joe reconnaît son visage d'avant. Elle lui conseille de garder ses forces et mentionne qu'elle connaît un passage secret pour fuir. En le guidant vers un tunnel, elle l'avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les voyous vont boucler tout le quartier et le capturer. Il essaie de répondre, mais elle le coupe, lui disant de se dépêcher. Sans autre choix, il la remercie et s'élance dans le tunnel. Une fois qu'il est parti, elle tape sur son communicateur à l'autre bout. Une voix demande avec colère où elle a disparu. Elle l'ignore, disant à sa sœur de se taire et de mettre leur grand-père en ligne car elle a quelque chose à signaler. La scène revient ensuite à Joe, qui parvient à peine à entrer dans son appartement avant de s'effondrer sur le sol. À bout de souffle, il se tient la poitrine, luttant pour rester éveillé. Mais au moment où son corps épuise ses dernières forces, notre garçon finit par s'effondrer au sol. Inconscient, il rêve que sa mère s'excuse d'avoir menti sur son état. La vérité est plus dure. Il lui reste tout au plus quelques années. Elle dit à son fils qu'elle voulait juste le voir grandir, rencontrer un jour ses enfants, passer un peu plus de temps ensemble. La mère de notre héros s'excuse encore de ne pas avoir eu la force de rester à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout. Des larmes coulent sur son visage alors que notre héros revient à la réalité. Ses yeux s'ouvrent soudainement, mais il se ressaisit et regarde le ciel ensoleillé par la fenêtre. En se levant, il réalise qu'il est encore chez Joe Chen. Un soulagement l'envahit de savoir qu'il est vivant, même si c'est ce cauchemar d'enfance qui l'a réveillé. Puis une voix résonne dans sa tête, demandant s'il est enfin réveillé, le surprenant. Il demande alors au démon où il était ces derniers jours, mais le livre maudit marmonne une excuse sur ses affaires. Au lieu de cela, il retourne la question en demandant ce qu'il a fait pour se retrouver inconscient pendant 2 jours d'affilée. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon comprend qu'il s'est faufilé dans l'arène souterraine, a brûlé trop d'énergie et a affronté un monstre. Goldfinger explose, lui criant dessus pour avoir fait une telle imprudence. Il essaie de s'en moquer mais le démon continue, avertissant que son pouvoir n'est pas suffisant pour le ramener une 2e fois. Il le presse de donner plus de valeur à sa vie, puisque c'est sa seconde chance après tout, et il ne peut pas la gâcher. Cela fait sourire Joe, et il remercie le démon de veiller sur lui. Goldfinger se détend un peu, admettant que le monstre affronté ne semble pas de ce monde. Cette pensée rappelle à notre garçon la fille rencontrée dans cet endroit maudit, mais il met cela de côté car pour l'instant, ce qui compte, c'est de monter en niveau. À ce moment-là, il se souvient de sa récompense de la veille et ouvre immédiatement la mallette pour révéler ses liasses de billets neufs.
Le démon se moque de lui pour avoir risqué sa vie pour de l'argent, mais il répond qu'au moins pour l'instant, il n'a pas à s'inquiéter de ses dettes jusqu'après le tournoi. En se regardant, il dit qu'il doit soigner cette blessure avant de retourner à l'école. En se frottant la tête, il grogne en pensant qu'il doit encore passer par l'hôpital, la banque et les cours, tout ça dans la même journée. À l'hôpital, le médecin l'examine et dit que la blessure guérira rapidement tant qu'il la garde propre. Remarquant la vitesse de guérison, l'homme demande si notre garçon est par hasard un oracle, ce à quoi il répond immédiatement oui. Le médecin change de tactique et essaie de lui vendre un plan d'adhésion. Il le refuse immédiatement, demandant à la place le médicament habituel. Soulagé que la langue du monstre ne soit pas empoisonnée, il regarde le médecin lui remettre une pommade, mais dès qu'il prend le flacon, il se fige et le fixe avec incrédulité. Il demande au médecin pourquoi la bouteille brille, mais l'homme le regarde étrangement, affirmant que c'est un récipient normal. Mon gars n'y croit pas du tout, voyant clairement qu'elle brille dans sa main. Le médecin tente encore de promouvoir l'abonnement, affirmant que les séances de conseil aideraient avec ses hallucinations dues au stress, mais il ignore le psy. Dans le couloir, Joe remarque le flux étrange d'énergie partout. En tendant la main, il la voit briller plus et comprend que cela doit être lié à l'énergie stellaire, ce qui le perturbe. Se rappelant le combat souterrain, il pense que cette bataille a provoqué un éveil. Il sourit, se disant que s'il peut sentir l'énergie des étoiles maintenant, il pourra l'absorber bien plus efficacement. À ce moment, un homme passe, irradiant une aura verte éclatante, et Joe se force à agir normalement. Après son passage, il jette un autre coup d'œil et commence à transpirer froidement, pensant que l'énergie stellaire de cet homme est d'un niveau différent. L'étranger aux cheveux verts s'arrête, sentant quelque chose et se demande s'il vient d'être scanné, mais il se ressaisit sur son communicateur. Une voix commence à l'assaillir, lui demandant de traquer immédiatement l'étoile extraterrestre. L'homme aux cheveux verts dit à la personne de se calmer car il prévoit de rester dans le pays pendant un certain temps. La voix réplique, lui rappelant que la prophétie du patron a marqué l'étoile extraterrestre comme une menace de niveau supérieur, nécessitant une surveillance constante. En enlevant ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit et dit que le patron s'inquiète trop. Il affirme que si l'étoile extraterrestre est vraiment leur ennemi, il l'écrasera sans hésiter. Le lendemain, à l'école, le principal réprimande notre garçon pour avoir séché les cours et ignoré ses appels. Il s'excuse, expliquant qu'il était occupé par des affaires personnelles. Le principal adoucit son ton, montrant plus de préoccupation que de colère, mais il le rassure et lui demande si cela concerne le tournoi. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a toute confiance en lui pour le tournoi. Il demande plutôt si l'école peut l'aider en cas de vraies difficultés. Il rappelle que la priorité de l'école est de soutenir les oracles d'élite. Joe sourit et dit de ne pas s'inquiéter, promettant de faire de son mieux au tournoi, ce qui rassure le principal. Un peu plus tard, Shen et Sue se dépêchent de le rejoindre, lui demandant ce qui s'est passé. Sean se souvient que notre garçon avait mentionné une technique de combat auparavant, puis il fouille dans ses poches et sort une carte de crédit. Il explique qu'ils ont réussi à rassembler 300 000 pour lui, qu'il pourra toujours rembourser plus tard. En entendant cela, il est figé de surprise, réalisant combien les deux avaient repris ses mots au sérieux. Il les remercie, mais avoue avoir changé d'avis sur l'achat de cette technique. À ce moment, Wen Hao arrive, semblant inhabituellement timide, et propose 50 000 pour s'excuser de son comportement passé. Notre héros le remercie pour ce geste, tandis que Sue commence à questionner le rouquin, lui demandant s'il a une intention cachée. Quand Hao avoue qu'il voulait juste se racheter pour avoir traité Joe de fraude et espère maintenant devenir ami, Sue se penche et lui murmure à l'oreille, demandant s'il devrait laisser le gars les rejoindre, et il hausse les épaules, disant que ça ne le dérange pas. Sue se tourne vers Wen Hao et lui demande s'il est d'accord pour être le 4e. Il répond que le classement n'a pas d'importance. Shen essaie aussitôt de le commander, lui demandant d'aller chercher de l'eau. Wen, ce qui déclenche une discussion animée entre eux. Joe sourit, réalisant qu'il a trouvé de bons amis. La scène passe ensuite à lui courant sur un tapis de course, se souvenant que les oracles absorbent plus d'énergie pendant l'entraînement physique. Cependant, l'absorption est douloureusement lente. Même avec l'équipement, la plupart de l'énergie s'échappe encore. Cela doit être pourquoi beaucoup ne dépassent jamais le niveau 1, et il pense qu'il lui faut une meilleure méthode vite. C'est alors que Shen propose un duel, disant que c'est bien plus efficace qu'un entraînement en solo monotone. Il réalise soudainement que Shen pourrait être sur quelque chose, puisqu'il a éveillé sa nouvelle capacité lors de ce combat. Avec cette pensée, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Peu après, Shen et Sue attaquent ensemble. Il les repousse, content du résultat. Avant de leur dire de se reposer, il note qu'ils s'entraînent depuis plus d'1 heure, tandis que Shen et Sue reprennent leur souffle. Sue avoue qu'elle croyait qu'il plaisantait en parlant d'un entraînement à 2 contre 1, et Shen ajoute que cette méthode est vraiment efficace. Il se tourne ensuite vers Wen Hao, disant que c'est à lui maintenant, et le rouquin sourit, prêt à y aller. En observant le groupe, Zhu conclut que sa théorie est juste car le taux d'absorption de chacun augmente rapidement, leur permettant de monter de niveau plus vite que jamais. Pour lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser le test encore plus loin. Dans ce monde, les suppléments sont dilués pour rester sûrs, mais même ainsi, ceux avec une faible absorption en profitent à peine. Par contre,
La compétence emprunter le pouvoir est 100 fois plus concentrée que n'importe quel supplément, et s'il l'absorbe imprudemment, son corps exploserait littéralement. Mais s'il pouvait contrôler le flux et l'absorber lentement, alors monter de niveau à une vitesse folle pourrait réellement être possible. Avec ce pari en tête, Zhu active immédiatement la compétence, libérant de puissantes vagues d'aura. La puissance de l'énergie le surprend, mais c'est logique, car la capacité lui permet de monter de 2 niveaux d'un coup. Cependant, il force l'énergie à devenir un flux mince et contrôlé, et commence à l'absorber. Son corps se fige sous la contrainte, chaque muscle criant sous la pression écrasante. Concentrant toute sa volonté, Joe remarque à quelle vitesse l'énergie le remplit, plus rapidement que tout ce qu'il a jamais ressenti. Puis la panique s'installe et son corps semble sur le point d'exploser. Ne voyant pas d'autre choix, il pointe sa main vers le haut et libère le surplus. L'énergie jaillit en vagues, forçant ses amis à se protéger de la pression écrasante. Ils n'en croient pas leurs yeux. Murmurant, choqué de voir Joe soudain si puissant, c'est alors que Goldfinger apparaît. Attiré par le tumulte, le démon se fige devant la scène. Joe, trempé de sueur, lui dit calmement qu'il a réussi à absorber le pouvoir. Le démon a du mal à croire que le garçon a réussi, et se demande alors à voix haute si Joe est vraiment son âme sœur tant attendue. Il demande au patron s'il a dit un mot, mais le patron change de sujet en disant qu'il est juste content que notre garçon ne soit pas mort. Après avoir entendu tout le bruit, l'entraîneur arrive en courant et demande ce qui s'est passé, et Sue lui dit que c'est Joe qui a libéré toute cette énergie. L'entraîneur est surpris par l'énergie stellaire et demande aux assistants d'apporter l'appareil de mesure. Après avoir mesuré la puissance de notre héros, il découvre qu'il est déjà un oracle de niveau 3. Au début, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux, mais ensuite il se précipite vers le bureau du directeur pour lui annoncer la nouvelle, car il est le premier oracle de niveau 3 que l'école ait vu depuis très longtemps. Pendant ce temps, Sue lui demande comment il peut monter de niveau si rapidement et lui demande de lui enseigner la méthode. Il lui dit que c'est grâce à tout l'entraînement qu'il a suivi, et il décide que la prochaine fois, il le fera en privé, afin de ne pas causer de problèmes inutiles. En entendant cela, les trois s'enthousiasment et augmentent l'intensité de leur entraînement. D'autre part, notre garçon demande au patron pourquoi il ne s'est pas mis en colère contre lui cette fois-ci. Il dit qu'il s'y est maintenant habitué. Goldfinger peut utiliser tous ses pouvoirs s'il veut juste monter de niveau rapidement parce qu'il a besoin que Joe devienne plus fort. Mais il dit au démon de ne pas s'inquiéter. Il a accumulé beaucoup d'énergie stellaire, et une fois habitué à cette force, il montera de niveau encore. Aussi simple que cela. Le patron entend cela et devient complètement silencieux. Le temps passe vite et la compétition approche, et notre héros s'entraîne comme un véritable colosse jusqu'à ce que le grand jour arrive enfin. Toute l'équipe est en effervescence en entrant dans le lieu. Xu est excitée. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment ici et dit que sa mère serait fière. Shen montre ses connaissances, soulignant que cette année, il y a le plus de participants à ce jour. Wenhao l'interrompt et demande s'il est prêt pour la catégorie niveau 4. Le gaz est amer de ne pas avoir monté de niveau à temps pour participer, mais Joe hausse juste les épaules. Les mots du principal résonnent encore dans sa tête. Il faut donner le meilleur de soi-même, et si ça devient trop compliqué, il suffit d'abandonner. Aucun déshonneur à vivre pour combattre à nouveau. Les arènes pour le niveau 3 et 4 étant distinctes, les trois se séparent, le laissant se préparer seul. Le principal et l'entraîneur entrent dans la zone VIP, regardant autour comme des enfants dans un magasin de bonbons. L'entraîneur rit, disant que c'est le luxe qu'ils attendaient, grâce à leur école qui envoie enfin un combattant en niveau 4 aujourd'hui. Soudain, le principal Wang apparaît et félicite le principal pour avoir formé 2 étudiants d'élite en quelques mois. Le principal, humble, dit que ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce au travail des étudiants, il les a juste aidés à répondre à leurs besoins. Il remercie aussi Wang pour son aide, car il lui a donné toutes les infos clés sur la compétition. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles victorieuses, et à cause de cela, la difficulté du tournoi augmentera aussi. Soudain, un type arrogant dit qu'un plouc s'est introduit dans le salon VIP et provoque tout ce remue-ménage. Le principal veut lui répondre, mais Wang l'arrête et lui dit de ne pas s'en mêler car ce sont tous des directeurs d'école qui ont déjà remporté cette compétition auparavant. Le principal dit que tout cela est du passé et que personne ne sait vraiment qui gagnera. Le gars aux cheveux blancs dit à U de profiter de cette scène pour la première et dernière fois pour bien s'en souvenir. L'entraîneur demande au principal si les étudiants vont réussir car c'est leur première fois à une compétition de ce niveau. Hugues demande ensuite à l'entraîneur son avis sur ses étudiants. Il répond que tous sont talentueux et que Joe est un prodige bien plus talentueux que n'importe quel génie. Le principal lui dit qu'ils doivent simplement croire en les élèves dans les gradins. La classe acclame Joe, mais elle est inquiète pour lui et elle est vraiment nerveuse parce qu'elle est venue ici pour la toute première fois. Au début, elle ne pouvait pas croire que notre garçon participait à la compétition, mais maintenant, elle est là à l'encourager. Il y a une semaine à l'école, elle pensait que Joe était devenu l'étoile montante de l'académie. Elle ne pouvait plus le rencontrer car maintenant il ne se soucierait plus de quiconque de la classe inférieure. En pensant à tout cela, elle est sur le point de s'effondrer au sol, mais notre héros apparaît et la rattrape juste à temps. Il lui demande si elle va bien et elle le remercie puis lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il l'a vu, alors il est venu dire bonjour.
Elle avoue qu'elle pense qu'il est maintenant une élite et qu'il ne verra plus personne de la classe inférieure. Il lui dit que les amis, c'est pour toujours et que rien ne peut changer cela. En entendant cela, elle est heureuse et pense que Joe n'a pas changé et qu'il peut sûrement gagner le tournoi. L'annonceur déclare que les concurrents montent sur scène et le représentant de la classe s'enthousiasme en voyant notre garçon sortir avec les autres. L'annonceur souhaite la bienvenue à tous pour la compétition d'échange de cette année, animée par lui et son partenaire, Liliane. En entendant ce nom, la foule devient folle car elle est l'une des idoles les plus célèbres du pays. La diva dit qu'elle est ici pour travailler dur et qu'aujourd'hui, elle n'est qu'une simple présentatrice car les véritables stars de cette compétition sont les candidats. Après cela, l'animateur explique les règles. Parmi les 12 académies, il y a 48 participants, 16 dans la catégorie de niveau 4 et les 32 restants dans la catégorie de niveau 3. Il dit que la salle est réservée juste pour la catégorie de niveau 4 et que les classements seront basés sur les scores des deux catégories, puis convertis en points. Les concurrents s'affronteront un par un et le gagnant passera au tour suivant. Il affrontera ensuite le gagnant de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul combattant. La limite de temps est de 30 minutes et le match se termine lorsqu'un concurrent abandonne ou n'a plus la capacité de se battre. Liliane dit que les règles du tournoi de cette année sont beaucoup plus strictes, mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et demande à tout le monde de regarder tout en haut du pilier. La foule s'excite lorsqu'elle voit la célébrité de rang S Bai Yue assise dans la salle pour exhiber son pouvoir dominant. Il secoue le sol d'un simple geste du doigt. L'annonceur explique que le maître a mis en place cet anneau spécial qui protège le public des attaques perdues et qu'il peut également réparer l'anneau instantanément après chaque match. Il dit également aux participants de porter les gemmes car elles servent de certification pour les concurrents et peuvent aussi les protéger dans des conditions dangereuses. Tout le monde murmure qu'un rang S est vraiment terrifiant et notre garçon pense que son pouvoir est presque égal à celui de Gojo. Le gars a l'air si insouciant de tout qu'il ne semble même pas nerveux. L'idole dit que les résultats seront affichés sur les gemmes et elle annonce officiellement que la compétition commence maintenant. Le tout premier match se termine en seulement 17 minutes et le vainqueur est Xiaoran. Le principal dit qu'il ne peut pas croire qu'un oracle de Rang S supervise personnellement le tournoi, ce qui signifie que les matchs de cette année vont être incroyablement difficiles. Le principal Wang dit que c'est entièrement dû à la différence entre le niveau 4 et le niveau 3. Puisque les oracles de niveau 4 maîtrisent déjà complètement leur technique de combat. Les écoles renommées sont si riches que l'achat de techniques de rang C est presque une routine quotidienne pour elles. La raison pour laquelle elles gagnent toujours le tournoi est qu'elles utilisent l'argent des subventions pour donner à leurs concurrents les meilleures potions et techniques de combat. Cette année, tout va véritablement se transformer. Le 5e affrontement met en scène Lan Qin contre Li Zi. Qin prend plaisir à esquiver chaque attaque de son opposant. Ensuite, elle emploie une technique de combat pour neutraliser Li Zi avant de donner le coup décisif et de remporter le match. La foule s'excite en regardant cela et beaucoup de gens pensent qu'elle utilise secrètement une sorte de magie. En voyant cela, le principal est tout choqué car ce genre de capacité ne peut être obtenu que par un oracle de rang supérieur. Le principal Wang est fier et dit qu'elle est un prodige ayant acquis cette capacité jeune. Le principal Hao répond que cela n'a pas d'importance, même avec une telle capacité. Mais Wang le nargue en lui demandant pourquoi il a essayé de la recruter. Si c'est vrai, le principal Li répond que ce n'est qu'un éveil précoce et rien de plus. Lors du 6e match, Wang n'a même pas permis à son adversaire d'attaquer et a terminé le match en seulement 5 secondes. Voyant cela, la foule pense que l'oracle flamboyant remportera probablement aussi le tournoi de cette année, et l'autre principal croit que personne ne peut être comparé à l'étudiant personnellement formé par le principal Li pour se montrer. Li dit que les chiens qui aboient ne mordent pas, mais Wang lui dit d'attendre et de regarder à la place. Yu pense que cette bataille est complètement hors de leur portée parce qu'ils sont si bas dans le classement que se qualifier pour ce tournoi est déjà un miracle. Il peut garder la tête haute si Joe gagne un seul match ou au moins fait le spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le prochain concurrent et se demande quel genre de combattant sera son adversaire. Goldfinger lui dit d'emprunter ses pouvoirs et de terminer le match rapidement. Mais il répond que s'il fait cela, il attirera l'attention de tout le monde et pourrait avoir de sérieux ennuis s'il est enquêté. Sur son chemin vers le ring, il rencontre Qin. Elle lui dit qu'il n'a pas de chance d'être dans le dernier match parce que son adversaire est l'un des plus forts et que sa technique de combat est si puissante qu'un oracle de rang D ne peut même pas la supporter complètement. Notre garçon demande s'il n'est pas dangereux d'utiliser une technique aussi puissante dans les matchs de bas niveau. Qin lui explique que le joyau peut bloquer une attaque mortelle, mais qu'il subira tout de même beaucoup de dégâts car c'est la dure réalité de la compétition. Cela dit, il lui demande pourquoi elle l'aide et elle lui dit qu'ils sont alliés parce qu'ils partagent le même objectif qui est de tabasser tous les imbéciles arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait, mais puisque son adversaire est si puissant, ce serait bien s'il pouvait au moins l'épuiser un peu. En entendant cela, il se demande si son adversaire est vraiment aussi fort qu'elle le dit. Finalement, le dernier match du premier tour va commencer et la foule applaudit fort alors que notre garçon entre sur le ring. Il pense que cela semble être un accueil chaleureux, mais en fait, ces acclamations sont pour Lei, qui entre comme un déserteur des Avengers.
L'annonceur déclare que personne n'aurait pu imaginer que le dernier match mettrait en vedette Lesh. Il est devenu un oracle à l'âge de 12 ans, et en seulement 4 années, il a atteint le niveau 4. Il a également reçu un certificat national ainsi qu'une invitation de guilde. Il ne serait pas exagéré de le qualifier de meilleur combattant de cette nouvelle ère. En le voyant entrer sur le ring, la foule devient complètement folle et commence à l'acclamer. Le délégué de classe s'inquiète car pas une seule personne n'encourage notre garçon. Qui? Un gars au hasard dans la foule lui dit que Lei a tellement de fans parce qu'il est à la fois fort et beau. En revanche, son adversaire ressemble juste à un gars ordinaire avec un mauvais caractère. En entendant cela, elle répond qu'elle soutient Joe parce qu'il est vraiment un garçon gentil et doux. Après cela, les deux commencent à se disputer et tout le monde autour d'eux commence à se demander ce qui se passe exactement. Tout le monde est impatient de voir comment le génie va se comporter dans ce match et s'il peut même battre l'invincible Académie Lian Guang. L'annonceur déclare que le match va commencer maintenant, mais Lilian l'interrompt en lui demandant s'il a oublié de présenter l'un des combattants. Il s'excuse rapidement et admet qu'il a oublié dans toute l'excitation. Après cela, il présente Joe comme la star de l'académie Lady Oracle et précise que c'est la première fois que son académie participe à la compétition. À part cela, il n'a rien d'autre de notable qui fait se demander si l'école n'aurait pas dû au moins lui acheter une technique avant le début du tournoi. La foule commence à parler mal de lui et se demande comment quelqu'un comme lui pourrait jamais se battre contre un génie. Le gars au bandana éclate de rire et se moque bruyamment du délégué de classe. Pendant ce temps, le principal OO dit au directeur qu'il est assez malheureux qu'ils doivent affronter la star montante de leur académie dès leur toute première année, mais qu'ils ne devraient pas s'inquiéter car tout se terminera rapidement. Wang dit à Hugh que tout le monde doit commencer quelque part, alors il doit juste l'ignorer et rester calme. Dans le ring, Lei lui dit qu'il est désolé pour lui car pour son tout premier tournoi, il doit l'affronter. Mais Bro lui dit de faire très attention au combat. Il se précipite soudainement vers notre garçon et arrive juste à côté de lui. Il dit qu'il commencera ce match en n'utilisant que 10% de sa puissance totale, car même s'il perd son premier combat, il pourra encore avoir l'air un peu décent. Lei pense qu'il fait semblant d'être gentil. Il est agacé car il lui a déjà dit une fois de se battre normalement. Juste à ce moment-là, l'annonceur dit que le génie ne peut pas contenir son enthousiasme et annonce que le dernier match du premier tour commence officiellement. Avec cela, Lei utilise sa vitesse pour attaquer notre garçon, se déplaçant si vite qu'on dirait qu'il a utilisé le jutsu des clones de l'ombre pour créer plusieurs copies. En plus de cela, ils attaquent à tous exactement en même temps. Tous les concurrents qui regardent pensent qu'il sera extrêmement difficile de battre le génie. Et le principal O pense que personne ne peut le battre. Le génie pense que notre garçon ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir, et il croit que le seul qui pourrait vraiment lui poser des difficultés est Wang. Pensant que c'est enfin la fin, il se prépare à porter le coup fatal. Mais quand il s'approche, Joe lui demande s'il ne va pas esquiver avant de lui asséner un coup de poing sauvage en plein visage. En voyant cela, tout le monde est choqué de comprendre comment cela a pu arriver. Notre garçon a contré l'attaque de Lei et a frappé instantanément. Le génie esquive d'habitude toute attaque grâce à sa vitesse, mais la question principale est maintenant de savoir s'il a juste été négligent ou s'il n'a vraiment pas pu esquiver. La foule est convaincue que notre jeune garçon a triché, car personne ne parvient jamais à toucher le génie. Il se demande s'il a enfreint une règle cachée concernant celui qui frappe en premier. Wang dit au principal que son élève a clairement des compétences impressionnantes. Le principal O dit qu'il doit tricher parce que personne n'est plus rapide que Lei. Mais le principal répond que s'il trichait, alors les supérieurs les auraient déjà attrapés. Le principal Lee lui dit de se taire car il donne un très mauvais exemple avec ses plaintes et ses jérémiades. Il propose de regarder le match en silence car ce n'est pas fini. À ce moment, le Pikachu s'exclame aussi, insistant qu'il n'a pas encore terminé. Il admet qu'il n'avait pas pris Joe au sérieux auparavant, et jure maintenant de se donner à fond. La foudre s'enroule autour de lui alors qu'il prépare une nouvelle attaque. Criant que ses pouvoirs sont à peine sous contrôle, Lei continue de convoquer encore plus d'éclairs. Mais notre garçon reste calme, sans même cligner des yeux. Il trouve presque amusant que Lei ait autant d'énergie stellaire en lui. Soudain, un éclair jaune passe devant Joe, le prenant par surprise. Le gars rebondit contre la barrière et ricoche dans l'arène comme un flipper hyperactif, gagnant en vitesse à chaque coup. Le commentateur crie que Lei est sur le point de dévoiler son atout, tandis que Lilian continue d'ajouter des commentaires inutiles. Lei sourit, convaincu qu'il a déjà la victoire en poche, et plonge d'en haut pour délivrer un coup de pied surpuissant. Notre garçon ne prend même pas la peine d'esquiver ou de se défendre. Au lieu de cela, il lance calmement un seul coup de poing directement au visage de Lei. La force combinée de son élan envoie Lei s'écraser de manière incontrôlable sur le sol de l'arène. Joe lui crie qu'il aurait dû attaquer plus tôt quand il avait encore une chance de gagner. L'annonceur annonce que Pikachu est à terre. La pierre devient rouge, confirmant que le Pokémon ne peut plus combattre. Alors que l'annonceur célèbre la victoire de Joe, il se demande brièvement si Lei ira bien que la pierre ait dû prévenir tout accident grave. La foule éclate, stupéfaite par la rapidité avec laquelle le match s'est terminé. Avec Lei vaincu, Shin entre pour le deuxième quart de finale et remporte la victoire sans transpirer. Vient ensuite Wang, qui écrase son adversaire facilement sans transpirer. La foule trouve la force de la bête irrésistible, mais la plupart des regards se tournent à nouveau vers Joe. Le gamin aux cheveux en bataille leur jette un regard glacial qui fige toute la section de peur. Dans le quatrième match,
Ran d'une autre école oracle affronte notre garçon et livre un combat intense. Shu esquive chaque coup avec une précision de vétéran. Il finit le combat avec un léger coup de poing à la tête de Rand, l'envoyant au sol. Depuis les hauteurs, les officiels remarquent que notre garçon n'a pas encore utilisé de technique de combat, se reposant seulement sur le contrôle brut de l'énergie. L'un d'eux se demande s'il cache son vrai niveau, ou pire, s'il utilise des drogues, ce qui serait une grave violation des règles du tournoi. De retour dans l'arène, l'annonceur chauffe les demi-finales, appelant Joe à affronter Liu. Il se fige au milieu de sa phrase quand des officiels en costume sombre montent sur scène. Le public chuchote, confus, se demandant qui ils sont. Un inspecteur ordonne à notre héros de porter un équipement spécial et de libérer son énergie stellaire. La foule réalise qu'il s'agit des inspecteurs du tournoi et commence à s'agiter. Soupçonnant que Joe est accusé de tricherie, le garçon transpire, craignant d'avoir exagéré, et décide de limiter ses pouvoirs. Les inspecteurs lisent les résultats montrant que les relevés sont stables et dans les limites. Ils annoncent ensuite à la foule que le concurrent ne triche pas. Ils s'écartent alors et l'annonceur crie d'incrédulité que notre héros est officiellement confirmé comme étant de niveau 4 et que la demi-finale peut commencer. La foule assimile cela un instant, puis s'emballe en réalisant que notre héros est vraiment légitime. De l'autre côté de la scène, Liu tremble et son visage pâlit alors qu'il réalise. Dès que le match commence, il se termine instantanément lorsque Zhu l'assomme d'un coup décisif. L'annonceur perd presque sa voix en criant dans le micro, tandis que Liliane continue d'ajouter des commentaires inutiles dans les gradins. Le principal Wang se tourne vers notre principal, le félicitant pour avoir formé un élève aussi extraordinaire. Le gars accepte avec suffisance les remarques et les directeurs qui se moquaient autrefois de lui se précipitent aussi pour le féliciter. Il sourit poliment, bien que l'attention le mette un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Li et Yu observent avec irritation, agacés par la foule de lèche-bottes. Notre principal affiche un sourire fier, pensant que Joe a vraiment tenu sa promesse et préservé l'honneur de leur école. De retour sur le sol de l'arène, la dernière demi-finale est annoncée et Qin monte sur scène avec une détermination tendue. En face d'elle, Wang s'avance, ses yeux brillants d'une faim de prédateur comme s'il venait de repérer sa prochaine proie. Les camarades de classe de Shin rugissent, des encouragements depuis les gradins, distrayant la bête pendant une fraction de seconde. Elle repère l'ouverture dans sa garde et s'élance en avant, chargeant son cou avec la main nuageuse. Elle frappe son attaque dans sa poitrine. Hang ne bronche pas, il semble seulement légèrement irrité puis la fixe du regard. Sa confiance commence à s'effriter alors que la panique s'installe, réalisant que le coup l'a à peine égratigné. Wang lui saisit le poignet avec aisance, lui demandant si elle pense vraiment être talentueuse. Sin réplique vivement, lui disant de dégager et lui assène un coup de coude au visage. Il ne s'y même pas et dit qu'il trouve cette situation hilarante. Le désespoir nourrit son prochain mouvement. Elle charge une autre explosion et le lie avec sa magie jusqu'à ce qu'il ressemble à une momie. Puis, elle utilise le style du vent, frappant et martelant son corps enveloppé avec des coups incessants. Pendant un instant, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups ont atteint leur cible et ont dû causer des dégâts. Cet espoir se brise instantanément lorsque Wang se tient soudainement derrière elle comme un fantôme, drainant le sang de son visage. Elle essaie de se retourner, incrédule, se demandant comment il a pu se déplacer si vite, mais c'est déjà trop tard. Il lui enfonce son poing en utilisant ses arts de rage sanguine et l'envoie voler contre la barrière, qui se fissure en éclats qui se dispersent. Shin tombe à genoux, à peine capable de respirer, tandis que l'annonceur déclare que Wang a désormais l'avantage. Ses camarades détournent leurs yeux larmoyants, incapables de supporter la vue de sa défaite totale. Le principal Wang serre les poings, suppliant silencieusement son élève étoile de tenir bon. Shin reste immobile, fixant l'étiquette rouge posée à côté d'elle. Sa voix tremble alors qu'elle murmure qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. La vue de l'étiquette rouge la plonge dans un flashback à l'école, où elle est entrée dans une pièce pleine d'élèves inquiets. Une fille qui pleurait lui a dit que si l'académie fermait, elle serait obligée d'abandonner, malgré son rêve de devenir oracle. Elle a ensuite entouré les deux filles de ses bras dans une étreinte rassurante, promettant de ne pas laisser cela se produire. Shin avait promis de gagner le tournoi pour apporter à l'académie les fonds nécessaires pour rester ouverte. Même si la fille aux cheveux noirs semblait sceptique, Chen a affirmé qu'elle tenait toujours parole. La fille fouilla alors dans sa poche et sortit un charme rouge fait main pour porter chance. Ce moment réchauffa le cœur de Shin et elle promit de se battre de toutes ses forces dans le présent. Elle tend la main vers le charme, murmurant à nouveau qu'elle a fait une promesse. Wang s'en moque et piétine le porte-bonheur sans aucune considération, se moquant si c'est tout ce qu'elle vaut. Il la frappe alors brutalement tout en gardant les mains enfouies dans ses poches. Son cristal devient rouge et elle perd connaissance, mais Wang continue de la narguer. L'annonceur crie que le combat n'est pas encore terminé. La bête lève à nouveau le pied, prête à l'écraser. La foule commence à paniquer et l'annonceur hurle pour que quelqu'un l'arrête. Les spectateurs observent avec horreur, se demandant ce que le monstre va faire. La voix du principal Wang se brise alors qu'il supplie quelqu'un de sauver son élève. Un officiel demande que Maître Bai intervienne, mais l'homme reste calme, affirmant que tout est sous contrôle. Pendant ce temps, Wang abat son pied avec une force sauvage, creusant un cratère dans l'arène. Cependant, ses yeux s'écarquillent et il réalise que sa cible a disparu. Notre héros se tient maintenant là avec Shin dans ses bras, l'ayant sauvé à temps.
Il interpelle la bête, demandant si c'est ce genre d'intimidation que son école enseigne. Wang se retourne, la fureur dans les yeux, et crie le nom de Joe. L'annonceur s'écrie de soulagement, déclarant que notre garçon a sauvé Chin juste à temps. Le principal Wang se précipite pour tenir son élève blessé, remerciant le ciel pour sa survie. La foule devient agitée car elle n'arrive pas à croire que la bête a réellement essayé de la finir après sa défaite. Wang s'en moque et marche vers notre héros, déclarant audacieusement qu'il éliminera quiconque ose entraver son chemin. Cette arrogance allume une flamme en Joe. Notre garçon lance un regard de défi et défie la bête de tenter sa chance. Les médecins emmènent la fille, tandis que l'annonceur exhorte le personnel à vite réinitialiser l'arène pour le prochain combat. Dans les gradins, les amis de notre garçon se regroupent avec le délégué de classe. Shen demande comment ça se passe jusqu'à présent et elle répond que Joe est déjà en finale, bien qu'elle admette que quelque chose semble bizarre chez l'adversaire. L'ami de notre héros avertit notre garçon d'être prudent, puis crie de ne pas sous-estimer l'adversaire. Enflammé, Zhu lui assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans l'arène, Wang se moque de notre héros pour avoir réellement pensé qu'il avait une chance, mais il réplique que ce gars parle trop. Il sourit et demande si la bête est là pour se battre ou juste pour parler. Alors que les deux camps s'affrontent, leurs auras flambent sauvagement, transformant cela en confrontation énergétique. L'annonceur déclare officiellement le début du match. Wang ne perd pas de temps et lance un coup de poing soudain, mais notre héros l'encaisse comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas. La bête sourit en se moquant, pensant que Zhu serait plus coriace. Mais notre héros réplique aussitôt qu'il lui a volé les mots, laissant l'autre transpirer abondamment. Le frère insiste davantage, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a remporté le tournoi précédent. Il tente ensuite une prise, mais Wang parvient à peine à esquiver. Wang active sa compétence rage de sang, chargeant son poing alors qu'ils commencent à se marteler à pleine vitesse, aucun des deux ne voulant céder un pouce. L'annonceur s'exclame, incrédule, qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre avec une telle intensité. Même les camarades de Zhu sont stupéfaits, réalisant que notre garçon s'est retenu durant tous leurs entraînements. Dans l'arène, Zhu donne un uppercut puissant à la mâchoire de Wang. Son professeur et le principal, yeux écarquillés, ont du mal à croire que leur élève soit si fort. Du sang jaillit de la bouche de Wang. Il se demande comment une puissance comme lui peut être repoussée si loin. Cette pensée alimente sa rage, et il pousse encore plus ses capacités. Goldfinger apparaît alors, soulignant que le gars force littéralement l'énergie stellaire dans son corps pour augmenter sa force. L'instant d'après, Wang disparaît en un éclair, mais Zhu suit ses mouvements. Il prépare alors un coup de coude et pense que la vitesse est inutile contre son aptitude de perception. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un responsable demande nerveusement au maître s'il devrait vérifier le niveau de Wang, car il augmente anormalement vite. Toujours calme, il explique que c'est juste l'art de la rage de sang de sa famille qui le fait monter d'un niveau, donc ce n'est pas de la triche. Puis il admet que la vraie curiosité réside dans notre garçon, qui ne s'est pas encore donné à fond. Et le maître ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ce gamin peut aller. De retour sur le ring, les deux combattants continuent de lancer des coups rapides, comme deux drogués se battant pour une frite. Les amis de Joe regardent avec les nerfs à vif. Shen crie que notre héros est repoussé. Le rouquin le corrige rapidement, disant que Joe dévie en réalité parfaitement les coups de la bête. Dans l'arène, notre héros reste concentré, esquivant et se faufilant à travers coup après coup, cherchant son ouverture. Puis Joe riposte enfin avec un coup écrasant qui force la bête à bloquer de toutes ses forces. L'impact fracasse le sol et fait reculer Wang. Notre jeune homme assène un autre coup dévastateur, et Wang admet que Zhu est le tout premier à le pousser à ce point. Animé par fierté et rage, il intensifie ses arts sanguinaires, criant qu'il est toujours le plus fort. Imperturbable, notre héros le provoque, demandant si c'est tout ce qu'il a. Ensuite, il active la compétence emprunt de pouvoir, et son niveau augmente aussi. Les deux puissants combattants s'affrontent encore, leurs poings impatients d'en découdre. Zhao voit clairement le schéma d'attaque de son adversaire. Avec ses compétences de perception, il remarque que le point faible de la bête est son cœur. Sans hésiter, notre garçon enfonce un coude dans la poitrine du gars, faisant écarquiller les yeux de la bête de stupeur. Le coup lui coupe le souffle. Mais Zhu n'en a pas encore fini. Il enchaîne immédiatement avec une autre attaque, forçant Wang à se défendre. La bête bloque coup après coup, chacun plus lourd que le précédent, tout en pensant avec incrédulité que la vitesse et la puissance de notre héros continuent d'augmenter. Le gars refuse d'accepter la défaite et pousse son art du sang au-delà de ses limites. Notre gars dit que le combat est déjà décidé et charge son point d'énergie pure des étoiles. Wang hurle qu'il meurt et envoie un coup massif de son côté. Leurs poings se percutent, provoquant une énorme explosion qui envoie des ondes de choc à travers l'arène. Les spectateurs lèvent les bras, se protégeant de la violente déflagration. Le principal est captivé par la bataille, demandant avec frénésie ce qui s'est passé. Alors que la fumée se dissipe, l'annonceur crie que Wang est encore debout. Mais à l'instant suivant, la bête s'effondre, et son cristal tombe au sol, qui est maintenant rouge. Le dernier à rester debout n'est autre que notre garçon.
Avec cela, l'école Light School revendique la première place dans la catégorie niveau 4 et le championnat entier. Les amis de Joe célèbrent avec enthousiasme, criant qu'ils ont enfin gagné le tournoi. Son professeur et le principal l'encouragent également, criant qu'il a rendu leur école fière. Des larmes coulent sur le visage du principal alors qu'il déclare qu'ils n'auront plus besoin de mendier de l'argent. Son professeur reste impassible face à sa réaction. Les directeurs qui se moquèrent de lui plus tôt se précipitent maintenant pour le féliciter, montrant une flagornerie pour sauver la face. Pendant ce temps, le principal de Wong est furieux de l'humiliation, et même le principal du finaliste de l'année dernière ne sait pas quoi faire. À la grande surprise du principal Lee, son allié supposé l'abandonne complètement et s'enfuit sans se retourner. Maître Bai décide également de prendre congé, puisque le tournoi est terminé, et l'officiel le remercie sincèrement pour ses efforts. Sur le chemin de la sortie, les yeux de Bai se plissent soudainement lorsqu'il aperçoit deux figures inconnues, observant depuis le côté. Il se demande aussitôt s'ils sont là pour recruter Joe. Un vieil homme murmure à la fille à côté qu'il ne pensait jamais qu'une école si reculée produirait un tel monstre. Il lui demande si elle peut amener notre héros dans leur guilde. Lin admet qu'ils étaient amis d'enfance, mais Joe ne la reconnaît plus. Malgré cela, elle jure d'utiliser tout ce qu'elle a pour le recruter. De retour dans l'arène, l'équipe gagnante se tient fièrement alignée sur scène. Les caméras crépitent tandis que le principal promeut l'événement de l'école en direct. Profitant de la victoire, notre héros sourit pour les photos. Il pense que cela semble plus dur que le combat. Le lendemain, le principal l'appelle à part et admet qu'il lui doit une grande faveur pour avoir assuré la victoire. Fidèle à sa parole, il remet à Joe le cristal noir, ce qui rend le démon très excité. Cependant, le principal l'avertit que les grandes académies oracles vont maintenant le solliciter et lui rappelle de ne pas oublier d'où il vient. Après leur conversation, notre héros sort du bureau pour immédiatement tomber sur ses amis. Il le salue joyeusement avec des papiers à la main. Bien que ce soit les vacances d'été, Shen passe un bras autour de lui et explique que chaque grande académie leur a envoyé des lettres d'admission en avance et qu'ils ont tous été acceptés. Notre garçon les félicite individuellement, mais ils insistent que le vrai mérite est pour lui. Shen devient sérieux, déclarant audacieusement qu'ensemble, ils formeront la meilleure équipe à l'avenir, ce qui laisse notre héros un peu perplexe. Se dit vite que même s'ils iront dans différentes académies, ils peuvent toujours se voir et rester proches. Joe sourit simplement, disant qu'il a hâte car il s'ennuierait sinon. En marchant, il dit qu'il aura besoin de leur aide pour s'entraîner et devenir plus fort. Soudain, une autre silhouette apparaît au coin, les surprenant tous. La déléguée de classe les regarde droit dans les yeux avec détermination et demande si elle peut rejoindre le groupe aussi parce qu'elle veut devenir plus forte à leur côté. La déléguée de classe a des étoiles dans les yeux lorsqu'elle entre enfin dans la salle de classe d'élite. Elle remercie notre héros pour son aide, mais il dit que c'était surtout le principal. Liu remercie aussi le principal qui répond qu'il est content d'aider. Il ajoute qu'il prévoit de rendre ses installations accessibles à tous, avec bien d'autres changements à venir. Après avoir gagné la compétition, le principal a enfin les fonds pour réaliser ses projets, grâce à ses étudiants. Il félicite tout le monde pour leurs efforts, tandis que le groupe plaisante sur tous ces changements. Juste après leur départ, Sue demande à la déléguée de classe pourquoi elle s'entraîne si dur pendant les vacances sans compétition. Elle partage son histoire, admettant qu'elle n'a jamais pensé qu'elle était douée, mais elle s'est motivée en voyant tout le monde travailler si dur. Elle continue en disant qu'elle veut postuler en tant qu'étudiante en culture spéciale, ce qui a encore un délai d'1 mois, ce qui fait pleurer la fille aux cheveux roses. Sue attrape alors la main de la déléguée de classe et promet de l'aider de toutes les manières possibles. Shen demande à Joe ce qu'il prévoit de faire et s'il a déjà choisi une école. Il révèle qu'il n'a pas encore reçu de lettre, ce qui surprend tout le monde puisqu'ils ont tous reçu la leur instantanément des 5 grandes académies. Le principal s'éclaircit la gorge et appelle notre héros, disant qu'il a quelque chose à lui dire. Il lui tend une enveloppe rouge et explique qu'elle est arrivée tout récemment. Shan soupire, disant qu'il savait que notre garçon ne pouvait pas être dupé. Zhu lit la lettre et annonce qu'elle vient de l'Académie de l'Aube. Tout le monde est choqué par le nom et le blond crie que c'est l'Académie qui trône au sommet de la hiérarchie. Notre garçon lui demande d'expliquer, alors il se lance dans une histoire. Il explique qu'il y a 5 grandes académies symbolisant autorité et force. Cependant, une se distingue, l'Académie de l'Aube, qui peut recruter n'importe quel élève qu'elle souhaite. Joe demande pourquoi il n'y a pas 6 académies au lieu de 5. Le principal répond que la vraie valeur de cette académie est inestimable et que toutes ont été construites pour combattre la faille. Il devient sérieux et dit que l'information est confidentielle, mais accepte de la révéler. Vous voyez, la faille est une dimension avec des monstres surpuissants. S'ils s'échappent dans le monde réel, ce sera le chaos. C'est pourquoi des émissaires sont envoyés pour éliminer ces monstres dès que ces portails apparaissent. Bien que nettoyer une faille soit extrêmement rentable, le risque est bien trop grand. L'homme révèle qu'il faisait autrefois partie d'une équipe de nettoyage de failles. Cependant, il a suffi de la mort d'un membre clé pour plonger toute l'équipe dans le chaos, et elle a finalement été dissoute. Même si d'autres académies demandent aussi aux étudiants de nettoyer les failles, Don est différent, alors il l'avertit de bien réfléchir. Le directeur rassure Joe en disant que d'autres académies sont encore ouvertes et qu'il ne devrait pas risquer sa vie.
Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il rejoindra Dawn. Le grand homme sourit comme s'il connaissait déjà la réponse et commente qu'il atteindra certainement de nouveaux sommets. Shen passe son bras autour de lui et dit qu'ils deviendront plus forts ensemble, donc la faille sera un jeu d'enfant pour eux tous. Le blond remarque alors que la date limite n'est que dans 10 jours. D'habitude, cela dure environ 6 mois, ce qui fait stresser notre héros. Il leur dit qu'il doit se préparer et ne peut pas entraîner le délégué de classe, mais le groupe le rassure en disant qu'ils géreront. De retour à son appartement, il commence à faire une liste de tout. Juste à ce moment-là, le livre démon apparaît et fait flotter le cristal devant lui. En tendant un bras, il touche le cristal et en absorbe quelque chose. Le cristal noir tombe au sol et se brise, faisant presque avoir une crise cardiaque à notre héros. Shu est dévasté et se plaint qu'il voulait échanger le cristal contre de l'argent. Goldfinger lui suggère d'abandonner car c'est inutile maintenant, et demande comment s'est déroulée la visite de l'école. Il révèle qu'il a été admis à l'Académie de l'Aube, un endroit parfait pour gagner de l'argent et devenir plus fort. Le seul problème, c'est qu'il devra piller des failles. Le livre démoniaque lui dit que les failles ne sont pas à craindre puisque l'énergie stellaire en provient. Notre héros change alors de sujet et demande s'il y a une récompense, puisque l'un de ses souhaits a déjà été exaucé. Goldfinger se fâche un peu d'être traité comme un puits à souhaits, mais accepte d'aider puisque les failles sont liées à ses propres souhaits. Il dit à Joe de tenir bon et libère de l'énergie sombre vers lui. Notre héros absorbe l'aura sombre et le système l'informe qu'il a débloqué la capacité création divine. Le pouvoir remodèle son corps entier alors qu'il endure la douleur et atteint le niveau 6 une fois le processus terminé. Le garçon demande ce qui s'est passé. Le système explique qu'il peut maintenant créer n'importe quoi avec son énergie. Goldfinger révèle que cette capacité appartenait à son vieil ami Sato et qu'elle peut vraiment tout créer. Les récompenses d'avant ne sont rien comparées à celles-ci. Il se demande si ce n'est qu'une manière élégante de monter en niveau, mais Goldfinger le réprimande en disant que les niveaux ne sont pas tout. Le démon dit que les niveaux influencent juste la constitution physique de base. Le premier éveil au rang D façonne vraiment l'avenir d'une personne, c'est pour cela qu'il a donné cette compétence à Joe pour éviter qu'il ne s'éveille à quelque chose de totalement inutile. C'est alors qu'il comprend que Shen a aussi eu un éveil de type capacité, et que les compétences de combat normales ne peuvent rivaliser avec ça. Il réalise pleinement qu'entrer dans une faille demande plus que de la simple force brute. Goldfinger lui dit que la puissance de la compétence dépend de l'état d'esprit de l'utilisateur, et l'exhorte à la tester sans tarder. Shu remarque qu'après la rénovation, il ne sent plus l'énergie des étoiles être absorbée. Même le panneau du système ressemble à une interface de jeu vidéo. En regardant ses stats, il se demande s'il y a une boutique, mais à sa déception, elle est verrouillée. D'autres fonctions restent verrouillées jusqu'à ce qu'il monte de niveau. Il regarde l'écran de progression qui offre plusieurs missions secondaires, mais il manque de points d'âme pour débuter. Goldfinger demande pourquoi il prend autant de temps, et Joe explique qu'il devra entrer dans la faille pour monter de niveau, mais qu'il n'est pas encore assez fort. Le livre démon commence à se plaindre que notre héros s'avère être plutôt inutile. À ce moment-là, un nouveau panneau de système apparaît devant Joe, annonçant qu'un autre souhait vient d'être exaucé. Son corps commence à briller alors qu'il reçoit une nouvelle armure de mage. L'équipement est de grade unique et peut invoquer une armure pour bloquer les attaques. Il est ravi, car cela renforce sa défense et augmente aussi sa force. Goldfinger verse une larme, disant qu'il a utilisé tout son pouvoir accumulé, mais il dit à Joe de faire de son mieux désormais. Le lendemain, le principal lui demande pourquoi il part si tôt. Joe explique que même si ce n'est qu'un voyage d'une journée, il veut arriver à l'avance. Il remet ensuite au principal une note lui demandant de la donner à sa sœur à l'hôpital et de veiller sur elle. L'homme dit que notre héros devrait le faire lui-même, mais il explique que la situation est compliquée et qu'il ne peut pas la voir pour l'instant. Sans insister plus, le principal met le sujet de côté et accepte de le faire, tandis que tout le monde souhaite bon voyage à Joe. Avec cela, il leur dit au revoir et part pour sa destination. À l'aéroport, la réceptionniste lui demande pourquoi il veut un visa et un billet pour la zone intermédiaire de la ville. Notre garçon répond qu'il a été admis, ce qu'elle trouve étrange puisqu'on est encore en vacances d'été. Elle demande une preuve et il lui tend la carte de l'Académie Dawn. Ses yeux s'écarquillent en réalisant ce que c'est, pensant qu'elle n'en a jamais vu un de toute sa carrière. Elle le fixe alors avec incrédulité tandis qu'il a juste l'air confus. Il demande si elle a également besoin de la lettre d'admission, mais elle s'excuse rapidement et dit que la carte est plus que suffisante. Il est surpris de ne même pas avoir besoin d'un billet, et elle explique que quelqu'un de son statut n'en a besoin que pour le vol retour. Peu après, Joe se détend dans son siège en première classe, se demandant si cela fait aussi partie des privilèges de Dawn. En regardant par la fenêtre, il espère que l'Académie Dawn répondra à ses attentes et savoure le reste du vol.